Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi d'être une nouvelle fois ici. Je deviens un habitué de Saint-Raphaël. Notre rôle, mon rôle est un rôle d'animateur, mais c'est surtout de vous donner, et vous l'avez bien vu, des clés pour comprendre. Nous sommes dans un monde qui change très vite, qui est que le monde de nos grands-parents n'a pas été le nôtre et ne sera pas celui de nos enfants, parce qu'il y a de nouveaux outils bien plus perfectionnés, extrêmement puissants actuellement. Donc on va vous donner les clés. Et comme on dit souvent, la réalité dépasse la fiction. Je vais vous donner un magnifique exemple avec Patrick Michel. Là, le voilà qui arrive, qui court. Brillant astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, c'est un peu le régional de l'État. Vous savez, il était à l'université de Nice, Côte d'Azur. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que Patrick Michel, c'est l'homme passionné par les cailloux qui errent dans l'univers, ce qu'on appelle les astéroïdes. C'est sa passion. C'est respectable. Et surtout, il participe à des missions internationales, d'aller voir de très près ces cailloux, de faire des rendez-vous, il va vous en parler, avec ces cailloux, de participer, prélever des échantillons, de les ramener sur Terre pour les analyser, pour savoir de quoi était faite la matière originelle au moment de la naissance de notre système solaire. Donc je vous demande de faire une standing ovation, comme on dit tout de même, et de l'applaudir, et il va vous raconter ce qu'il fait. Voilà. Bonjour. Patrick Michel. Merci Michel. Alors. J'ai un souci technique, c'est qu'il me faut pour la souris la zapette qui a dû être embarquée par la matrice. Voilà. Voilà. Droite et gauche, comme ça. OK. Donc je suis sorti de la matrice. Très bien. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. Je vais peut-être rester debout. Tu ne veux pas te mettre à côté de moi, non? Oh, non, si, non, si, tu ne si, veux pas. quand même, avec ça, Michel. Alors, voyons. Ah, pardon, Michel. Voilà. Voilà. Ça va, Michel? Oui, très bien, bon. très bien. Alors, on a dévié un astéroïde, vous avez peut-être su. Alors, vous avez peut-être vu les films, il y a, alors pour les plus anciens, le film Météore avec Sean Connery et Natalie Wood, qui était un film dans lequel j'ai été joué par Sean Connery, j'avoue que la barre est haute, et Natalie Wood, et donc c'était un film au moment où un astéroïde arrivait sur Terre, et il fallait que les Américains et les Russes se mettent ensemble. Finalement, on y retourne, pour pointer leurs armes nucléaires ensemble sur un astéroïde. Voilà, donc ça c'était de la science-fiction, et c'était pas mal en fait. Ensuite, il y a eu Armageddon, avec Bruce Willis, qu'on a dû sacrifier. Alors c'est peut-être le coup d'avoir un petit bisou de Liv Tyler, mais après ils finissent mal sur l'astéroïde. Et donc nous on a fait mieux que ça, on a dévié un astéroïde sans sacrifier Monsieur Willis. Avec Michel, d'ailleurs, tu es sur la photo, hein, tu le vois ici, juste après l'impact. Donc en fait, c'est une mission en coopération NASA, Agence spatiale européenne, donc qui mêle en réalité deux missions. C'est un projet qui a deux missions, DART de la NASA et ERA de l'Agence spatiale européenne. Et l'idée, c'était, comme vous le voyez sur l'image de gauche, d'envoyer un projectile, mais j'ai les vrais films, à haute vitesse, donc un satellite artificiel de 580 kg à 24 000 km/h. 24 000 km/h, hein, donc c'est 100 fois 240 km/h, qui donc tape sur l'astéroïde pour le dévier de sa trajectoire. Donc ça, c'était la partie américaine qui a été faite en 2022, et je vais vous montrer le film réel. Et ensuite, l'Agence spatiale européenne, eh bien, elle est en charge du détective qui retourne sur la scène du crime pour voir dans quel état est l'astéroïde, puisqu'évidemment la première a explosé dans l'astéroïde, donc on ne sait pas quel est le résultat, et donc va nous donner le résultat de cet impact, de combien on a dévié et dans quel état est cet astéroïde. Alors avant de venir à ça, pour vous faire patienter et être dans l'actualité, donc cette sonde qu'on appelle ERA de l'Agence spatiale européenne a été lancée le 7 octobre 2024 dernier, et il y a une semaine, enfin le 12 mars, elle a survolé Mars et sa petite lune Deimos, puisque Mars a deux petites lunes, alors toutes petites, hein, on va voir. Donc elle est lancée donc ici le 7 octobre 2024 depuis Cap Canaveral.
Et puis elle a un trajet qui va prendre à peu près 2 ans pour rejoindre l'astéroïde. Et entre-temps, eh bien, d'abord on fait des petits, on active les propulseurs pour s'accélérer un peu. Mais quand on peut, on aime bien utiliser la nature et donc la gravité, l'attraction des planètes pour gagner encore en énergie gratuitement. Et donc ce survol de Mars qui a eu lieu il y a une semaine avait pour objectif d'utiliser l'attraction de Mars pour accélérer la sonde naturellement et la mettre sur la bonne trajectoire pour rejoindre cet astéroïde qu'on appelle Didymos. Voilà. Et là, vous avez l'animation qui vous montre cette magnifique planète rouge qu'on connaît bien maintenant, et le lancement, et puis ensuite la sonde dans l'espace jusqu'au survol qui s'est produit donc de Mars. Alors pour vous montrer un petit peu la configuration de Mars, ça c'est simple, vous avez Mars, c'est le truc rouge, et les cercles, c'est les 2 lunes. Vous avez une lune qui s'appelle Phobos, qui fait 20 km de diamètre, donc rien à voir avec notre lune qui fait 3000 km de diamètre. On parle de petits cailloux, une petite de 20 km, et vous le voyez donc le plus près. Et puis une autre lune qui s'appelle Deimos, qui fait elle 12 km de diamètre et qui est bien plus loin. Et en fait, nous les scientifiques, on aime bien, même quand c'est des manœuvres opérationnelles, essayer de faire un peu de science en même temps. Donc on a demandé aux ingénieurs des opérations de l'Agence spatiale européenne de s'arranger pour que quand on survole Mars, on puisse avoir dans le champ des caméras une des 2 petites lunes pour pouvoir comprendre un peu, faire un peu de science. Alors pour vous montrer la taille des lunes, vous avez ici Mars et vous voyez le petit truc qui bouge, c'est une des lunes, c'est tout petit. Ça c'est Deimos qui est là plus loin, et puis vous vous rapprochez, vous avez l'autre petite Phobos. Vous imaginez un peu le challenge d'arriver à très haute vitesse, on a des dizaines de milliers de kilomètres heure, à tourner la sonde pour pouvoir observer Mars et avoir ce petit bout de caillou qui passe dans le champ. Vous avez ici une belle image, ça c'est Hubble qui a pris cette image, vous voyez Phobos par rapport à Mars, c'est vraiment tout petit. Voilà. Donc ça, c'est la première image qu'on a eue le 10 mars 2025. C'est la première image de Mars qu'on a eue dans nos caméras, que vous comparez, donc c'est à gauche, à droite, c'est une Mars mieux résolue par des missions vraiment autour de Mars. On commence à distinguer la calotte polaire sur la droite. Et puis là, vous avez, on s'approche de Mars. Donc ça, c'est vraiment des images de la semaine dernière, où on voit la planète entière, et puis évidemment, la sonde s'approche pour s'accélérer, et on voit ceci. Et là, on a la première image qui nous montre Mars et le petit caillou noir, et bien c'est Deimos de 12 km. Alors je peux vous dire que je vois des jeunes dans la salle, j'étais dans la salle d'opération, ça c'est des moments, mais vous imaginez pas. Parce que vous travaillez des années, tout est possible dans l'espace, tout est compliqué, on va très vite, il faut vraiment bien ajuster le tir, c'est un truc de 12 km, c'est tout petit, on est à 150 millions de kilomètres de la Terre, on va très vite, et quand vous attendez les images, vous savez que l'opération a réussi, mais vous attendez, et vous avez l'image, et waouh, c'est quoi ce truc noir? C'est Deimos, c'est incroyable. Donc voilà, ici vous avez d'autres images, ça c'est dans d'autres longueurs d'onde. Vous savez que nos yeux voient dans ce qu'on appelle le domaine visuel, c'est ce que je vous vois comme ça. Maintenant, si je vais dans des longueurs d'onde plus élevées, c'est plus nos yeux, mais on rentre dans ce qu'on appelle l'infrarouge, et quand on va encore plus loin, dans l'infrarouge thermique, c'est-à-dire qu'au lieu de vous voir là, les couleurs que je verrai, c'est votre température. Et ce que vous voyez là, eh bien, plus c'est brillant, plus c'est chaud. Alors je l'ai en couleur, voilà, c'est encore plus joli. Donc vous avez Deimos ici, il est très brillant parce que, n'ayant pas d'atmosphère, toute la chaleur arrive sur la surface, et donc il la garde toute, et donc il chauffe beaucoup sur la surface qui est côté soleil. Côté opposé, il fait très très froid en revanche. Et vous voyez, Mars est beaucoup plus bleue, donc beaucoup plus froide parce qu'elle a effectivement une atmosphère. C'est des images absolument extraordinaires. Là, je vous en montre une. Là, c'est dans le visuel, donc comme on le verrait, en noir et blanc. Charbon. Voilà, c'est presque du charbon. C'est tout noir. Tout noir. C'est vraiment comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'interroge comment ces lunes ont été créées. Et on va y revenir. Donc là, encore un petit film. Ça date de la semaine dernière, je ne m'en lasse pas, pardonnez-moi, donc je pourrais vous en passer. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, en couleur, en couleur, avec Mars derrière. Allez, encore une, puis j'ai fait un petit comme ça, donc on voit Mars comme ça. Et alors pour vous dire, voilà, là on était dans la salle d'opération. Alors je ne sais pas si vous savez, vous connaissez Queen, le groupe Queen, de Bohemian Rhapsody, etc. Voilà. Donc Brian May, le guitariste de Queen, est astrophysicien. Et je travaille avec lui, en fait, vous le voyez ici. Et il était avec nous dans la salle d'opération, en particulier l'image en bas à gauche, c'est au moment où on reçoit les images dans la salle d'opération et où on est tellement content d'avoir ces images-là. Et c'est un expert de stéréoscopie. Oui. Je vais me permettre de l'arrêter dans son enthousiasme, mais on est très amis. Regardez surtout l'image en bas à gauche. Regardez, vous le voyez dans la salle d'opération, il découvre
la photo, et c'est un enfant. Non, mais je le sais. Ah bah oui. Moi, je l'ai vu 7 ans, j'ai l'âge de raison. à la première opération. Il pleurait quand oui. il avait vu les premières Alors j'ai images. le film. Voilà. Et je l'ai passé à la télé, cette image. Ah là là. Je l'ai passé. Non, ce qu'on aime chez lui, puis je vais te laisser, c'est son enthousiasme de faire passer sa passion. On ne rend passionnante que les choses pour lesquelles on est soi-même passionné, et tu en fais partie. Ah oui, et il faut s'amuser dans la vie. Avec la science, on s'amuse. Hein. Ça, c'est impératif. Donc là, vous avez, voilà, donc les images, je vais la passer un peu vite. Et alors surtout, alors un truc très sympa, d'ailleurs je l'ai amené, la France va poser un rover sur l'autre lune de Mars qui s'appelle Phobos. Le rover, il s'appelle Idéfix, comme dans Astérix. Et c'est un rover franco-allemand dont vous voyez le film qui vous est montré là, c'est comment on va le poser sur cette petite lune de 20 km de diamètre. Alors 20 km, c'est très petit, ça veut dire que sur Terre, je suis attiré par la Terre parce qu'elle est très grosse. Et si je saute, évidemment, je retombe parce qu'il faudrait que je saute à 11 km par seconde pour m'en échapper. Sur Phobos, pour m'échapper, selon dans quel côté je suis, il faut que je saute à quelques dizaines de centimètres par seconde. Donc ça veut dire que là, quand je m'excite en parlant à Michel, je suis déjà en orbite. Du coup, quand on va poser ce rover, il faut y aller délicatement parce qu'il va d'abord rebondir, comme vous le voyez ici. En fait, il va rebondir plus que ça. Ça, c'est optimiste. Hein. Il va rebondir plus que ça dans n'importe quel côté. Ensuite, on va le positionner pour pouvoir étudier ce corps. Et c'est dans le cas d'une mission japonaise qui s'appelle MMIS qui va ramener un échantillon sur Terre. Donc il y a un module, le rover lui va rester, et il y a un module qui va se poser, récolter un échantillon avec un quart hauteur et le ramener sur Terre 2031. C'est quand même extraordinaire. Hein. Tellement extraordinaire que même pour une fois, notre président s'est intéressé à la science et il a vu le rover avec le chancelier allemand qui ne l'est plus, mais il était content d'être là avec lui. Et donc c'est le rover Idéfix qui a été présenté à très haut niveau en France. Donc on peut être fier d'être le pays qui va se poser sur une lune de Mars en 2028. On verra si ça marchera, mais ça c'est une autre histoire. On revient au test de déviation ? Oui. Voilà. C'est un petit aparté qui a duré déjà une demi-heure, mais bon. Ça, c'est pour vous mettre dans le contexte. On va parler d'astéroïdes. Alors, les astéroïdes, c'est quoi ? En fait, c'est les restes des briques qu'ont formé nos planètes. En fait, au départ, notre système solaire, il y a 4,5 milliards d'années, c'était un disque de gaz et de poussière plus fine que mes cheveux, qui sont très fins, qui tournaient autour du Soleil. Et puis, ces poussières se sont rencontrées, elles ont grossi, et elles ont fait des corps de plus en plus gros. Certains sont devenus des planètes, et puis d'autres n'ont pas été capturés dans des planètes et se sont parqués entre Mars et Jupiter. C'est ce que vous voyez là, si ça marche, non ? Enfin, vous voyez la ceinture qu'on appelle la ceinture principale des astéroïdes. Alors pourquoi ces astéroïdes sont intéressants ? C'est parce que, imaginons que le système solaire soit un gâteau, et vous voulez avoir la recette de ce gâteau. Il faut que vous ayez les bons ingrédients au départ pour faire votre gâteau, n'est-ce pas ? Si je vous montre un gâteau, vous n'avez pas la recette, évidemment, parce que tout a cuit, tout a chauffé, tout s'est mélangé. Une planète, c'est ça. C'est des ingrédients qui sont mis ensemble, qu'on grossit, et qui ont tellement chauffé que quand je prends une roche terrestre, je n'ai pas la composition initiale. Les roches terrestres sont bien plus jeunes que l'âge du système solaire. Et les astéroïdes sont restés suffisamment petits pour ne pas avoir chauffé, et ce sont les restes de ces briques. Donc en fait, ils ont gardé la mémoire de la composition initiale des ingrédients qui ont formé les planètes. Donc, il me donne accès à la recette de cuisine qui me permet de faire les planètes. Mais parce que cette matière originelle du système solaire n'a pas subi de transformation, d'érosion, d'eau, d'atmosphère. Voilà, c'est ça. Voilà. Elle est bien gardée au frigo. Hein. Exactement. Ils sont tout petits, donc ils n'ont pas chauffé. En plus, ils présentent une énorme diversité, parce que dans cette zone, somme toute étroite, on trouve du métal, de la roche, du carbone, des matières organiques. Et on a même ramené des échantillons sur Terre qui nous ont montré que certains contiennent des acides aminés, voire même des bases de l'ARN, l'uracile, pour ceux qui connaissent, et de l'eau dont les propriétés sont les mêmes que celles des océans. Et il se trouve qu'à Nice, on a élaboré des scénarios qui montrent qu'à la fin de la formation de la Terre, on a eu beaucoup d'impacts et il se pourrait que ces impacts aient délivré le matériau qui a permis à la vie d'émerger sur Terre. Donc on voit les gros intérêts de les regarder. Alors il se trouve dans cette ceinture des astéroïdes, il y a aussi des collisions qui se produisent, il y a des zones instables, et de temps en temps, il y a un astéroïde qui passe d'une trajectoire entre Mars et Jupiter à une trajectoire qui s'allonge pour croiser la Terre. Et donc c'est ceux-là qui, de temps en temps, peuvent nous tomber dessus ou en tous les cas nous menacer. Alors, la chose intéressante, c'est que ça vous montre des images d'astéroïdes prises par des sondes spatiales. Ce qui est en haut, si vous arrivez à le voir, j'aurais dû faire un truc plus grand,
c'est une trace sur la sphère céleste, c'est le point lumineux tel qu'on voit un astéroïde dans nos télescopes sur Terre. Donc en fait, on ne voit rien. Ces astéroïdes sont tellement petits et ils ne font que réfléchir à la lumière du Soleil que quand on les regarde, on voit un tout petit truc. Et dès que, dans les années 90, on a été capable d'envoyer des sondes les observer, se sont révélés à nous des mondes géologiques et d'une diversité absolument incroyable. Comme vous le voyez là, il y a Eros qui fait 17 km de diamètre, Bennu-Ryugu qui font de l'ordre de 500-900 mètres, Itokawa, et regardez les formes très différentes. On a des formes de toupie, des formes de cachalot, de cacahuètes, appelez comme vous le voulez. Et sur la droite, vous avez toutes ces images qui vous montrent la diversité de structures géologiques qu'on trouve sur un même astéroïde. Ça va des avalanches à des champs de roches très diverses, à des lignes de fracture. Tout ça, c'est en fait la manifestation des processus qu'ils subissent, et en comprenant les processus et en comprenant comment ils réagissent à ces processus, eh bien évidemment, on remonte leur histoire. En fait, on est un peu des détectives qui cherchons des indices de ce qu'ils ont subi, et puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui a provoqué toutes ces structures. Voilà. Alors, ce dont on est aperçu, je vais vous montrer un exemple, et ça, c'est lié à la déviation, et c'est un élément crucial, c'est que les images ne nous disent pas comment le matériau réagit quand on le touche. Quand je prends une roche sur Terre, je vois une rocher sur Terre, si je la prends, je suis sûr qu'en tapant sur Michel, c'est pour ça que je ne le fais pas, je risque de l'assommer. Donc je ne le fais pas. Quand vous voyez une roche sur un astéroïde, comme vous voyez là, vous allez voir, ce n'est pas du tout dit qu'elle soit solide. Et vous allez voir un exemple. Ça, c'est une mission qu'on a lancée, qui s'appelle Osiris-Rex de la NASA. On va arriver à la déviation, mais c'est pour faire une logique. Donc c'est une mission américaine auquel j'ai participé, qui donc est allée voir cet astéroïde. Alors il est plus noir que le fond d'écran en réalité, donc on a poussé le contraste, là encore c'est du charbon. Un astéroïde de 500 mètres de diamètre qui est si peu dense que si je le mets dans l'eau, il flotte. Donc très très peu dense. Et vous regardez ces images à côté incroyables de survol de la sonde, on est à 300 millions de kilomètres, donc à 1000 fois la distance de la Terre à la Lune, et on a l'impression d'y être. C'est absolument incroyable, et c'est rempli de rochers. Il y en a de partout. Là, les échelles, c'est le noir gros, là en haut, c'est à peu près 5 mètres de haut. Donc, vous voyez, ça a l'air assez solide. Hein. Ça, c'est le site qu'on a choisi pour récolter un échantillon. C'est incroyable. Hein. Ça fait à peine 10 mètres. Donc, vous imaginez, vous êtes à 300 millions de kilomètres et il faut que vous visiez un petit cercle de 10 mètres pour récolter. Et tout ça, c'est fait avec de l'intelligence artificielle. Donc, on est en plein dans le thème. Parce qu'en fait, avec un joystick à 300 millions de kilomètres, ça met 20 minutes. Donc vous faites ça, vous attendez 20 minutes, et s'il faut corriger, vous faites ça, non, ça ne marche pas. Donc, on a rendu la sonde autonome, intelligente. On lui a appris pendant des mois à descendre, à faire une bibliothèque d'images avec des roches, en lui indiquant, voilà, apprends que ça, il faut l'éviter parce que c'est trop haut, ça, tu peux y aller, etc. Et du coup, le 20 octobre 2020, pendant la pandémie, on était plantés à la maison. Alors, je devais être dans la salle d'opération pour ça. On était tous en ligne. C'était terrible, mais on s'est bien entendu crier quand ça a marché. Eh bien, la sonde est descendue lentement et elle a fait ça. Donc, elle a un bras de 3 mètres de haut avec un cylindre au bout. Et puis, lentement, elle va descendre toute seule en évitant les rochers qu'il faut. Et quand le cylindre va toucher la surface, elle va dégazer de l'azote gazeux, dégazer de l'azote gazeux, et ça va créer un vent artificiel qui va entraîner les poussières dans le cylindre. C'est un truc de fou. Hein. Elle ne va pas toucher, elle va embrasser. Voilà, elle va embrasser, elle va simplement petit baiser délicat, romantique. Voilà, ça vous avez, c'est dans un vol parabolique, donc en microgravité pour se mettre dans les mêmes conditions de faible attraction. Et les poussières sont entraînées dans les chambres à côté. On espérait avoir 60 grammes. C'était ça le but visé. Et là, je vais vous montrer le vrai film. Alors voilà, là vous avez le bout du cylindre, hein, vous le voyez ici, et ça va toucher la surface. Ah, attendez, et là, dès qu'il va y avoir le vent artificiel, paf, quantité phénoménale de matière qui part. Mais ce qui nous a surpris, c'est que vous avez vu toutes les roches qu'il y avait à la surface. Eh bien, quand on a touché, elle n'a senti aucune réaction, comme si on rentrait dans un liquide, dans du beurre mou. Et ça, c'est... Donc ça montre que les images sont très trompeuses. Parce que ça renseigne sur la structure. Exactement. Et en fait, il est très mou. Contrairement à ce que les images nous montrent. C'est du pudding au lieu d'être du granit, quoi. C'est ça. Ah, voilà. C'est pas mal le pudding, ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme un pudding. C'est pas nécessairement le goût des puddings anglais. C'est pas terrible, hein, mais c'est mou. Donc du coup, ça c'est fantastique parce que ça nous apprend que
on a vraiment intérêt à toucher pour comprendre la réaction de ces objets. Et ça, évidemment, ça a des conséquences sur la déviation, parce que si je veux dévier un objet, il faut que je sache si l'objet va répondre comme une éponge ou une barre métallique, parce que l'énergie que je dois donner pour le dévier ne sera pas la même. Donc, on y arrive. Ça, c'était pour vous dire que voilà, on a encore beaucoup à apprendre. Alors ça, c'est quand même la capsule qui revient avec le parachute dans le désert de l'Utah et avec les échantillons. C'est des moments magnifiques. Voilà, donc je reviens à mon truc. Alors pourquoi on s'intéresse au risque d'impact? Parce que j'anticipe la question. Je n'osais pas poser la question. Pourquoi? Tu avais peur de la réponse? Je ne sais pas. Ouais. Non, mais non, on va y revenir. On va y revenir tout à l'heure. C'est le problème de l'information par des non-professionnels, et on était en plein délire avec le risque de collision avec la Terre. On va y revenir tout à l'heure. Absolument. Donc, je vous rassure, il n'y a aucun objet que l'on connaît qui nous menace sur notre échelle de temps, qu'on connaît. Après, il y a ceux qu'on ne connaît pas. Mais même pour ceux qu'on ne connaît pas, les fréquences sont quand même très faibles. Donc, la raison pour laquelle on s'en occupe, ce n'est pas parce qu'on s'en préoccupe. Pas mal. C'est en fait parce que on sait que sur le long terme, on espère, même si le risque zéro n'existe pas sur le court terme, mais j'ai plus de risques en prenant ma voiture que de me prendre un astéroïde sur la tête. On va s'en prendre un jour. Quoi. Voilà, on s'en prendra un jour, et on a un avantage par rapport à plein d'autres risques, c'est que c'est un des seuls qu'on peut prédire et prévenir avec des moyens qui sont réalisables. Donc, autant pour les futures générations, s'assurer que le jour où ça arrivera, ils ont déjà un plan robuste pour y faire face, sachant que ça prend du temps pour être préparé, parce qu'on en est encore loin, mais en principe, on a le temps et on peut le faire. Et pour moi, c'est une sorte de responsabilité de me dire, j'aimerais bien que quand je pars, voilà, j'ai au moins permis, avec d'autres bien sûr, que la Terre soit débarrassée d'un problème. Il y a beaucoup de problèmes dont on ne peut pas se débarrasser, en particulier l'humain, mais qu'on soit débarrassé d'un problème qui est le risque d'impact d'astéroïdes, et on peut le faire. Comme je dis souvent, les dinosaures nous envieraient, sauf qu'ils ne sont plus là, et à cause de ça justement, parce qu'on prépare pour les futures générations un plan, et c'est ce dont je vais vous parler, en tout cas la première partie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la prédiction, il faut faire l'inventaire de tous les objets potentiellement dangereux. On est en train de le faire depuis la Terre, on va le faire depuis l'espace. Il y a le volet prévention, c'est comprendre ces objets, on l'a vu avec Osiris-Rex, et avoir une méthode de déviation validée, et c'est ce dont je vais vous parler brièvement parce que le temps passe. Et puis l'organisation mondiale, parce que, et on l'a vu pour la pandémie, parce que la pandémie, c'est le même genre de problème, c'est des phénomènes à très, très faible probabilité, mais quand ils se produisent, c'est le monde entier qui est concerné. Et il vaut mieux être organisé et coordonné à l'échelle internationale pour y faire face de telle manière qu'on n'ait pas à décider qui fait quoi, quand, comment, au dernier moment. Et ça, on est en train de le faire sous logique de l'ONU avec 2 groupes de travail. Donc vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Et en dépit de ça, on se prépare quand même à y faire face parce que d'abord, on apprend scientifiquement et en plus, on sait qu'un jour, ça servira. Je parle de 2024 Y4 ou pas? Oui, ouais. Oui, on a le temps. Donc vous avez entendu... On est dans les temps. On est dans le temps? Non, mais attends, après, j'ai encore 200 slides. Hein. Non, je plaisante. Vous avez pas entendu parler de 2024 YR4? C'est un astéroïde qui a fait la une des journaux pendant un mois il y a quelques temps. Alors si vous n'en avez pas entendu parler, c'est pas grave, parce qu'il n'y a plus de risque. Mais au début, et ça c'est aussi une bonne nouvelle, le 27 décembre, on découvre un objet qui fait, alors on ne sait pas, parce que la luminosité n'est pas directement proportionnelle à la taille. Vous pouvez avoir un objet qui est très petit, très brillant, ou très sombre et très gros, pour la même luminosité. Donc il est entre 40 et 90 mètres de diamètre. Et dès qu'on le découvre, on a une probabilité d'impact avec la Terre qu'on calcule automatiquement, tout ça est maintenant bien organisé, qui dépasse 1% le 27 janvier. Et il se trouve que le réseau international d'alerte des astéroïdes, sous l'égide de l'ONU, dont je fais partie du comité du pilotage, donc immédiatement, on a une alerte, et dès le soir même, la NASA qui le coordonne nous appelle pour dire « Allez, on se réunit, on fait une notification », parce qu'on avait mis ce seuil pour notifier les Nations Unies, voilà. Mais sans être inquiet. On sait comment ça marche, on sait que les premières observations, parfois, nous donnent plein de solutions pour l'avenir, et dans certaines, il y en a qui tombent sur Terre. C'est exactement ce qui est montré là. Alors, ce qui est montré là et qui évolue, c'est en 2027, où l'astéroïde pourrait passer. Vous avez la Terre au centre, la Lune, et vous voyez, il peut passer dans toutes ces zones-là, mais on ne sait pas où. Et au début, c'est tellement grand qu'il il y avait la Terre qui était dedans, donc il y avait 1% de probabilité. Puis plus on observe l'objet, plus on peut affiner l'évolution de sa trajectoire et on élimine des solutions des calculs précédents, ce qui fait qu'on réduit l'incertitude. Du coup, ça fait monter la probabilité de la Terre parce que la Terre reste au centre, jusqu'à ce que vous voyez à la fin, finalement, toutes les solutions éliminent la Terre d'un impact. Et ça a mis 1 mois pour en arriver là, fort des observations qu'on a fait. Donc ce que je veux dire,
c'est que c'est la belle démonstration qu'on est bien coordonné, parce que dès qu'on a trouvé 1%, on s'est réunis, ça a motivé les observateurs à le regarder pour éliminer, on l'espérait, les solutions qui conduisaient à la Terre, et ça l'a été en un mois. Mais je vais compléter ce que tu dis, parce qu'en tant que journaliste, le feu aux poudres, donc à partir, vous voyez, d'un fait scientifique réel, donc c'est bien suivi, il y a les risques étaient infimes, d'un message normal d'alerte de 1%, une dépêche de l'AFP, pourtant très sérieuse d'habitude, a titré, et vous allez voir comment, avec maintenant les moyens de diffusion que l'on a, ça arrivait quelque chose de cataclysmique, c'est-à-dire on a dit, attention, un astéroïde va frapper la Terre le 27 décembre 2000, combien c'était 2032, oui, c'est vrai, 2032. dire. On dit on a le temps. Mais aussitôt, ça a été l'alerte dans les rédactions, parce qu'il y avait moins d'actualité politique et d'Ukraine ou autre, donc une disponibilité. Et moi, je travaille, vous savez, maintenant je suis sur Canal+, CNews, aussitôt, dis donc Michel, tu as vu, on va se prendre un astéroïde sur la gueule, il faut que tu viennes en plateau. Et bon, mon premier réflexe, c'est de vérifier l'information. Oui, c'est l'AFP, généralement très sérieux, mais là, ayant suivi les travaux et fait plusieurs émissions, j'ai appelé Patrick en disant, dis donc, c'est quoi cette voilà, cette sonnerie, ces édits. Bon, il me dit, attends, c'est pas vrai, c'est 1%, on a le temps, ça va évoluer. Voilà. Mais vous avez connu, vous avez vu l'emballement médiatique, et vous passez, vous, journalistes, plus de temps, et eux, les scientifiques sollicités, à essayer de rétablir la vérité, et peut-être sans souvent pas y arriver. Voilà. Alors écoute, pour une fois, je serai moins négatif que toi, parce que j'ai été sollicité par pas mal de médias qui m'ont laissé expliquer, et c'est pour ça que j'acceptais que des directs. Ce qui m'a valu, je vous le dis, hein, ça reste entre nous, hein, on est entre nous, n'est-ce pas? Ce qui m'a valu, parce que parfois je passais à minuit, de faire les interviews en pyjama, mais personne ne le voyait, parce que grâce à Zoom, tu mets un arrière-plan faux derrière, oui, et personne ne sait que tu es dans ton lit en pyjama. J'ai fait des directs avec rien sous la ligne de flottaison. Ben oui. Vous voyez, ne dites pas, voilà, moi je fais ça depuis chez moi, parce qu'il y a l'urgence. Oui. Alors maintenant, avec les moyens de diffusion, et moi aussi, il me réveille à 4 h du matin pour le journal de 6 h, ben, je me suis retrouvé, voilà, comme dit Laurent Gérard, sous la ligne de flottaison, voilà, et là, on met juste un t-shirt et puis on est face à la caméra. Exactement. Donc ça a permis, ça a permis de rassurer quand même. En tous les cas, certains médias ont joué le jeu. Je trouve finalement ça s'est pas trop mal passé. Mais bon, voilà, ça c'était le cas 2024 IREC-R4 qu'on n'aura pas à dévier. Et donc on va revenir sur cette mission où là on a fait un test de déviation. Alors voilà comment ça se passe. On a 15% des astéroïdes qui sont comme la Terre et la Lune. Donc c'est des mini-systèmes Terre-Lune, avec le plus gros corps, l'équivalent de la Terre, s'appelle Didymos. Il fait 800 mètres de diamètre, en fait, voilà, vous l'avez ici. Par rapport à la Burj Khalifa, c'est à peu près la même hauteur. Et vous avez Dimorphos, qui est la petite Lune, qui fait en fait 150 mètres de diamètre, et qui est à peu près la moitié de la Tour Eiffel. Toute petite. Et donc l'idée qu'on avait, c'était de taper sur la petite Lune, donc avec une sonde spatiale, pour la dévier de sa trajectoire autour de son corps principal. Cette Lune tourne en 11h55 minutes autour de son corps principal. Donc vous voyez, ça sera un impact comme ça. Donc vous avez ici la géométrie. La petite Lune Dimorphos tourne en 11h55 minutes, vous voyez là. Et en fait, en tapant avec la sonde, on va réduire cette durée, ce qu'on appelle la période orbitale, cette durée pour tourner autour du corps principal de, on ne sait combien, c'est ça le test. Pourquoi on a choisi de faire ça ? Pour deux raisons. D'abord, comme c'est un test de déviation, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc, on ne voulait pas dévier un corps autour du Soleil pour ne pas provoquer le risque qu'on cherche à éviter, n'est-ce pas? Donc, on s'est dit, voilà. Donc, on s'est dit, si on dévie la Lune d'un corps autour de celui-ci, on ne dévie rien autour du Soleil, parce que la plupart de la masse, elle est dans le gros, donc ça ne perturbera pas la trajectoire du système autour du Soleil. Et donc, peu importe ce qui arrive à cette pauvre Lune, on n'augmente pas de risque, on ne modifie pas de trajectoire autour du Soleil, c'est bon. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on s'est arrangé pour le faire lorsqu'il était à 11 millions de kilomètres depuis la Terre, ce qui permettait, avec des observatoires terrestres, de mesurer, en regardant l'astéroïde, de voir l'ombre de la Lune quand elle passe devant l'astéroïde. Et le temps mis entre deux ombres, c'est le temps qu'elle met pour faire un tour. Donc on a 11h55 minutes, on fait l'observation avant l'impact, on fait l'impact et on observe après, et on sait de combien on a réduit.
Donc voilà pourquoi on avait choisi un astéroïde double. Alors on a lancé, je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, faites des maths, parce que ça c'est génial. On a lancé le 21 novembre 2021, 24 novembre 2021, voilà, pardon, je ne sais plus où j'en suis, depuis l'Air Force, l'US Air Force Vandenberg, près de Santa Barbara aux États-Unis. Et dès qu'on a lancé, donc 2021, on savait à la seconde près, le 26 septembre 2022, quand la sonde taperait l'astéroïde, à 19h14, temps américain, à la seconde près, grâce aux maths. On a lancé, bon, une fois il fallait qu'elle soit dans l'espace pour voir comment elle se comportait, et une fois qu'on savait exactement, on a refait les calculs, à la seconde près, on savait 10 mois plus tard où elle taperait à 11 millions de kilomètres de la Terre. Moi, même si je le fais, je trouve ça toujours magique. Voilà la sonde, c'est une machine à laver avec une caméra, intelligence artificielle, on y revient, le printemps des technologies, version 2. Donc on a une caméra qui s'appelle Draco. Ça, c'est un propulseur qui n'a pas marché, mais on va pas en parler. Une caméra qui s'appelle Draco, qui est munie d'un logiciel de navigation intelligente, le SmartNav, qui va lui permettre, lorsqu'elle va découvrir l'astéroïde, qu'elle ne commencera à voir qu'une heure avant l'impact, et elle est à 24 000 km/h. Comment ? Et de faire le tri. Et de faire le tri entre les deux. Par elle-même, avec ce logiciel d'intelligence artificielle, elle va se guider, vous allez voir le film, elle va se guider pour pouvoir taper dedans. Un truc de 150 mètres, hein, c'est la taille d'un stade de foot, un truc comme ça, à 11 millions de kilomètres, à 24 000 km. Voilà, le SmartNav, c'est ce calculateur qui, avec la caméra, va reconnaître. Alors ça, c'était le 26 septembre, on commence à découvrir cet astéroïde. Donc vous avez le corps principal à droite, le petit à gauche, et pour nous, c'est 20 ans de travail uniquement avec un modèle mathématique de cet astéroïde dont on ne connaissait rien. En fait, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on est allé voir un astéroïde, il ne ressemblait pas du tout à ce qu'on pensait. Et ça, c'est toujours aussi un plaisir énorme. Quand on a les premières images, on a l'impression d'être un peu des Christophe Colomb qui découvront un autre territoire, mais pas lié à la Terre. À des centaines de millions de kilomètres, on est oh, mais c'est pas du tout ce qu'on pensait. Alors, petite anecdote, quand ça se passe, il y a les scientifiques, eux, ils sont toujours contents. Quand ils ont tort, c'est un nouveau challenge. Quand ils ont raison, ils ont bien prédit. Mais les ingénieurs, eux, ils nous regardent parce que moi, quand j'ai vu ça, ben, vous allez voir ma tête. On était dehors de la salle d'opération parce que là, on est déjà autonome. Et quelqu'un a pris une photo et il y a le ciel qui me tombe sur la tête. Voilà. C'est du vécu. En fait, il n'y avait rien à voir avec ce qu'on pensait, bon, pour des raisons un peu compliquées. Mais Il n'y a pas la photo où tu danses dans la salle. Si, mais attends, ça va venir, ouais. Malheureusement. Donc, ça, voilà, ça, c'est les derniers instants. 5 minutes avant l'impact, accéléré en x10. Vous avez le gros, le petit. Alors, c'est très saccadé parce que la sonde ajuste ses propulseurs pour garder dans sa trajectoire le petit. Et les petits points rouges que vous voyez, c'est les points lumineux sur lesquels elle se base avec le logiciel intelligent pour garder le gros à gauche. Et là, vous avez les dernières images. Et là, on découvrait en direct à quoi il ressemblait. Hein. Donc, on n'avait aucune idée. On voit plein de cailloux. Regardez, là, hop. Là, on y va. Et là, les dernières images. Choum. Allez. Et la dernière, paf, elle n'arrive même pas parce que la sonde a explosé. Donc, elle n'a même pas eu le temps d'envoyer les dernières données. De toute façon, c'est le vide et il n'y a pas de bruit. Voilà. Donc, dommage, il manque ça. Donc là, c'est réussi, c'est un moment historique. Alors je vais vous montrer, on est dans la salle d'opération avec tous les jeunes. Montre-nous les dégâts aussi. Oui, les dégâts, bien sûr. Oui. Bien sûr. Les dégâts déjà sur moi, parce que vous allez voir, on est complètement fou. Donc voilà, donc là on est dans la salle d'opération. Voilà, un scientifique. Il n'y a pas le son. Voilà, il n'y a pas le son, tant mieux, parce que je crie comme un fou. Il n'y a pas le son, ben, très bien. Bon, bref, Ah si, malheureusement. Voilà. Donc là, on est bon. Bah, évidemment, à chaque image, ça arrive. Et là, la dernière image qui arrive, on est là. Ah ben non, il n'y a plus le son. Ah oui. Voilà. Bref. C'est dommage parce qu'à fond, ça donne. Donc là, on est avec toute l'équipe, tous les jeunes. C'est le moment. Je vous souhaite de vivre ça un jour dans votre vie. Ça, c'est avec le manager de l'ESA. Voilà. Voilà, et ça c'était quelques minutes après, avec le responsable de la NASA et moi, donc on était les deux leaders de la mission, et on a réussi ça, voilà. Ça, c'est pris depuis la Terre, un télescope qui nous a fourni quelques minutes après l'impact. Cette image, vous voyez l'augmentation de la luminosité, qui est, voilà, vous allez voir, ça c'est la poussière émise qui est très réfléchissante, et qui donc a augmenté la luminosité. Et vous avez vu ce panache de poussière, j'ai cru qu'on avait explosé l'astéroïde en fait.
Je me suis dit, oula, quand Hera va partir, elle va aller voir quoi? Parce que la gravitation, enfin l'attraction étant tellement faible Ah ouais, que ouais. le nuage de poussière ne retombe pas, mais énormément de temps Exactement. avant de redescendre. Et la plupart, d'ailleurs, comme il est tout petit, est poussé par le vent solaire. Il y a un vent, ce qu'on appelle la pression de radiation solaire, qui fait que ça, c'est une image de Hubble, le télescope spatial Hubble, qui nous a donné cette image quelques jours après, donc le 8 octobre 2022. Là, on a plus de 10 000 kilomètres de poussière. En fait, elle est évacuée. On a émis tellement de poussière qu'on a créé une comète, en fait. Vous avez bien tapé dedans. Hein. Et ça, c'est encore une image prise il y a quelques mois à peine. On voit encore de la poussière s'échapper. Donc, on a créé un sacré souk, pour être resté poli. Donc, alors, oui. Allez, je te laisse 10 minutes, hein, parce qu'on est déjà très en retard. 10 minutes, mais c'est super long. Pas plus. Ah oui, mais c'est bien. C'est bien. Je pensais que tu allais me dire c'est fini, bon. Ce qui n'aurait pas été très cool. Voilà. Donc ça, on a réduit de 33 minutes la période. C'est pas mal. Hein. Alors maintenant, c'est la seule chose qu'on sait. On ne sait pas dans quel état il est. Est-ce qu'on a créé un cratère? Est-ce qu'on a entièrement déformé l'astéroïde? Pourquoi c'est important? Parce que pour en faire quelque chose d'exploitable de ce test, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé pour reproduire et l'appliquer à d'autres scénarios. Et en fait, le but principal qu'on a, et là je parle aux jeunes, en fait, on fait des modèles informatiques qui calculent comment un impact se produit dans une roche. Donc on calcule la propagation d'une onde de choc dans une roche et on voit comment elle se fracture, avec toute la mécanique du problème. C'est des calculs super compliqués, géniaux, mais super compliqués. Et on ne sait pas s'ils sont justes à l'échelle d'un astéroïde. On a validé ces calculs en tirant avec des canons sur des cibles centimétriques au Japon, et on voit qu'on reproduit bien l'expérience, le nombre de fragments, leur vitesse sur des cibles centimétriques. Mais quand on est à l'échelle d'un astéroïde, vu qu'on a vu qu'il ne se comporte pas comme on le pensait, ben, il nous faut un test à la bonne échelle. Donc nous, notre but, c'est de valider nos modélisations numériques à la bonne échelle. Et comment on les valide? Ben, en s'assurant qu'elles reproduisent le phénomène. Et le phénomène, c'est quoi? Ben, dans quel état est Dimorphos à la fin de l'impact? Qu'on n'a pas vu, puisque la sonde elle a explosé, et toutes les données qu'on a viennent de la Terre, de très loin, et donc on ne sait pas dans quel état il est. Donc ça, c'était Dimorphos avant. Vous voyez, il est 150 mètres de diamètre, plein de rochers. Alors là, pour m'échapper, c'est 6 cm par seconde. Donc là, même à peine, il n'y a pas d'air, je ne peux pas tousser, mais je tousserai dessus, je suis déjà là-haut. Hein. La gravitation, voilà. C'est une feuille de papier, hein, c'est ça. C'est ça. Et on a fait des simulations. Donc là, c'est des calculs que vous voyez à droite. On a remis les roches, hein, on les a numérisées. C'est un modèle mathématique de Dimorphos. Et pour expliquer ce qu'on a vu sur les images distantes, la seule façon d'expliquer, c'est qu'on a complètement déformé l'objet. On n'a pas fait un cratère, un trou. Pourtant, on a fait un impact. Mais en fait, ça a été tellement majeur que la taille du cratère, en gros, a dépassé l'objet et donc tout s'est redistribué. Mais ça, c'est la prédiction. On n'en est pas sûr. Donc c'est ça qu'on va vouloir vérifier. Et pour ça, alors je passe, pour ça, on a un détective qui est donc Hera, avec ces 2 CubeSats. Donc je crois que je l'ai là, si on ne me l'a pas volé. Voilà, ça c'est la sonde Hera avec ses panneaux solaires. Alors vous ne le voyez pas bien parce qu'elle est toute petite, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Donc c'est la première fois qu'on envoie pour l'exploration dans l'espace profond une sonde que vous voyez là, qui fait 1,2 tonnes, donc un truc très lourd, et équipée de 2, ce qu'on appelle CubeSat. Vous voyez, ces 2 petits satellites qui sont en fait à bord de la sonde et qui vont être déployés à proximité. C'est des boîtes à chaussures qui font à peine 12 kilos et qui vont pouvoir s'approcher plus près. Ça, c'est malin, parce qu'une sonde, grosse sonde, ça coûte cher. Donc on veut s'assurer qu'elle reste en vie pendant tout le temps des opérations. Et donc pour faire des mesures un peu plus risquées, un peu plus fun, eh bien, on utilise des CubeSats moins chers qui, si on les perd, on n'aura pas trop perdu. En revanche, si ça marche, on gagne en science. Parce que par exemple, sur un des CubeSats, vous voyez les antennes que vous voyez à droite, c'est des antennes d'un radar. Pour la première fois, on va balancer des ondes radio dans un astéroïde et selon comment elles se réfléchissent, ça nous dit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va explorer l'intérieur d'un astéroïde, comme quand on fait ce qu'on appelle de la tomographie, hein, vous le faites en médecine, et on va faire la même chose sur un astéroïde. C'est spectaculaire, c'est l'Europe qui fait ça, c'est une mission européenne. Donc les Américains, eux, ils ont simplement balancé la grande sauce sur l'astéroïde, boum, et nous, on va faire un peu plus fin, avec deux CubeSats. Ce qu'il ne dit pas, c'est une mission européenne, la France y participe, mais celui qui en a eu l'idée, c'est lui. Oui, non, ça, attendez. Non, mais non. Oui. Merci Michel, mais... Je vais être ton attaché de presse maintenant, oui, je crois. mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est que tout ça, c'est
c'est des travaux d'équipe. Il faut beaucoup de gens. Et je dis ça aux jeunes, il y a de la place pour tout le monde. C'est important. En plus, dans le spatial, il y a tous les métiers, du thermique au mécanique, même au sociologique, au psychologique, comme vous voyez. Donc, du coup, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est très important, la multipollarité, le multiculturel. On travaille avec différents pays, on n'a pas les mêmes méthodes de travail. Et c'est super enrichissant. En fait, c'est ça qui est génial. Donc, même s'il y en a un qui a l'idée, après, la mise en œuvre, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Et là, vous avez d'ailleurs le manager de l'ESA, de la mission, qui est avec moi dans la chambre, dans la salle blanche, avec la sonde qui était en test de vibration. En fait, on lui fait subir les mêmes vibrations qu'elle va subir au moment de la lancer dans la fusée. Et c'est un moment un peu chaud parce qu'elle est prête, tout est en place, et si ça casse, il faut tout recommencer. Donc on était heureux après, mais pas trop avant. Allez. Je vais vite pour montrer. Eh ben non, tu vois, c'est bien parce que là ça plante. Donc j'ai plus le droit de parler. Ah si. Attends. Oui. Ah ben non, c'est fini. Il faut donner le mot de la fin. Eh ben écoutez, 2026, nous sommes en 2025, donc mars 2026 sera trop tôt, mais en 2026, nous arriverons sur l'astéroïde et nous allons à nouveau découvrir à quoi il ressemble. Pas à ça, j'espère. Non, mais oui, non, parce que nous, on a autre chose là. Et on va découvrir à quoi il ressemble, puisque c'est la première mission où on a des images d'un petit monde, et on sait que quand on y retourne, il n'aura plus rien à voir. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, pas en 2026, mais en 2027. On sera d'ailleurs au moment des opérations en mars. Si je ne suis pas blacklisté par ceux qui font l'événement, du fait que je suis trop bavard, eh bien, je reviendrai volontiers vous montrer les images de ce nouveau monde. Voilà, merci beaucoup. Juste... Oh, il est merveilleux. Non, mais juste une toute petite question. En complément, on est là ici pour parler de l'intelligence artificielle. Et à mon avis, tu viens de nous donner une très belle démonstration de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Sans elle, ce n'a pas été possible. Absolument. Tout de même la question à $100, compte tenu du contexte politique actuel avec les phobies de M. Trump, est-ce que ça risque d'être compliqué, une coopération Europe-États-Unis? C'est une bonne question. Je dirais oui et non. Voilà. Oui, institutionnellement, c'est vrai qu'on a maintenant le risque que des accords comme Artemis soient cassés, puisqu'il y a une sorte d'imprédictibilité. Nous-mêmes, moi je suis dans un groupe, le groupe Conseil des petits corps à la NASA. On a des grosses difficultés actuellement pour pouvoir exprimer un peu ce qu'on veut. Mais j'ai espoir, parce que dans le groupe à l'ONU dans lequel je suis pour faire face au risque d'impact, on a eu une réunion en février. Il y avait la NASA, il y avait l'Agence spatiale chinoise, il y avait les Russes, il y avait les Ukrainiens, il y avait la Turquie, Israël, enfin il y avait plein de pays, et tout le monde se parlait. Et je me disais, dans le fond, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que nous, les scientifiques, et ceux qui sont dans ces trucs-là, c'est nous qui pouvons maintenir le lien et faire le liant. Parce qu'au final, ceux qui veulent la guerre, c'est ceux qui sont au-dessus, quelques-uns qui sont au-dessus, un peu mégalos, mais les peuples, ils n'ont pas envie de ça. Et c'est à nous, je pense, tant qu'on peut continuer à discuter, à ne pas se l'interdire, au contraire, pour essayer de maintenir ce liant et faire en sorte que ce qui est temporairement élu, eh bien, ne soit pas pérennisé au travers des gens qui travaillent plus longtemps qu'eux. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Je ne sais pas comment le remercier, juste une parole de fin. Mon métier, c'est la communication. J'étais professeur, vous le savez, ingénieur. J'ai dit, il y a des enfants dans la salle, et je leur dis à ces enfants, travaillez, bossez à l'école, la science, c'est quelque chose de passionnant. Vous en avez peut-être l'une des plus belles démonstrations que j'ai connues dans ma carrière. Bravo. Merci. Et restez enfant dans votre tête.